Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle et Voix Plurielle, notre site internet à l'initiative de 3 journalistes de radio. Alors, nous parlons radio, nous allons parler écriture et aujourd'hui j'ai le grand bonheur de recevoir Bernard Werber, à qui je dis tout de suite avant de le présenter, bonjour Bernard. Bonjour. Je suis ravie de pouvoir enfin vous donner la parole, car dois-je vraiment vous présenter? Si je parle de la trilogie des fourmis, tout le monde va me dire « Mais où est-il? Où est-il » Je rappelle que vous êtes journaliste scientifique et que votre but est de comprendre la place de l'homme dans l'univers. Alors, en effet, vous arrivez là avec une masterclass dans The Artist Academy, je tiens à le rappeler. Et ma première question, Bernard Werber, que veut dire écrire? Écrire, c'est transformer sa pensée en objet visible par les autres et qui va nous survivre. C'est-à-dire que si vous n'écrivez pas, vous pensez et puis vous oubliez et puis votre pensée fait comme si elle n'était pas née. Par contre, si vous écrivez votre pensée, vous allez non seulement donner la possibilité à cette pensée d'être vue dans l'espace, mais aussi dans le temps. Donc, mourir et votre pensée continuera d'exister. Donc, c'est une manière de sublimer la pensée. Alors, dans cette période très difficile de pandémie, nous recevons tous les uns et les autres, et nous sommes nous-mêmes des écrivains en herbe. Qu'est-ce qui fait de quelqu'un, de l'homme ou de la femme, un écrivain unique? Il faut que tu aies des idées originales. Il y a 2 sortes d'écrivains, c'est ceux qui copient les livres qui ont déjà marché, et donc dans ce cas c'est juste des suiveurs, et puis il y a ceux qui vraiment innovent. Et innover, c'est avoir le courage d'utiliser ses pensées propres comme outil de travail. Et pour ça, déjà, il faut avoir une pensée propre. Et pour avoir une pensée originale, en fait, il faut déjà connaître, ça rejoint un peu le système, il faut connaître la pensée des autres pour s'en démarquer. Donc il faut savoir tout ce qui a le maximum de pensées qui ont été sorties. Donc il faut s'intéresser et à la science et à la philosophie et à l'histoire, et à partir de là, trouver un angle original que n'ont pas utilisé les autres. Et à ce moment-là, si le public est prêt à le repérer, je crois qu'on devient un écrivain qui marque son temps, en tout cas un écrivain qui pourra résister à l'oubli. Voilà. Autrement dit, on élargit notre esprit quelque part pour enrichir notre récit. Élargir l'esprit. En fait, il faut se forger. Le mot élargir, vous pouvez voyager partout, vous élargir l'esprit, c'est pas pour autant que vous écrirez forcément bien. Mais je veux dire, plus vous comprenez les autres, plus vous intéressez au monde, plus vous allez finir par trouver vos propres déductions originales. Donc il faut déjà s'intéresser aux gens, il faut s'intéresser au monde. Je pense que quelqu'un qui reste dans une pièce enfermée aura du mal à avoir de la matière d'écriture. Donc il faut être nourri, il faut nourrir son esprit, et à partir de là, il faut avoir une idée originale pour présenter la synthèse de tout ce qu'on a compris. Il me semble, voilà. Et alors, Bernard, quelle est la place de l'imaginaire dans l'écriture? Alors, une fois qu'on a compris, qu'on s'est intéressé au monde, il y a un moment où on peut extrapoler. Par exemple, vous discutez avec quelqu'un et vous pouvez déjà déduire ce qui va lui arriver dans le futur. On le fait tout le temps. Quand on discute avec les gens, la personne vous explique qu'elle a des problèmes de couple, vous pouvez déduire qu'elle va divorcer et qu'elle va peut-être retrouver quelqu'un d'autre. Si quelqu'un vous dit qu'il n'en veut plus de Paris, vous allez comprendre. C'est-à-dire déjà en permanence, on fait des projections dans le futur. Ce travail de projection, c'est notre imaginaire qui le fait.
Maintenant, le grand avantage, c'est quand on utilise, comme on dit, l'écriture, a fortiori l'écriture de fantasy, de science-fiction, on n'est plus du tout limité au réel, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Donc moi, je m'autorise à penser comment sera le monde dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 100 000 ans, dans 1 million d'années, et après, je regarde les réponses qui m'arrivent naturellement, et j'en fais des récits. Et le grand avantage de la science-fiction, c'est que je n'ai pas l'obligation de ne pas me tromper, c'est-à-dire qu'on ne va pas me dire « Ah ben tiens, dans 30 ans, il va se passer ça, il se passe autre chose ». C'est juste une manière de proposer aux autres de faire le même exercice. Vous aussi, essayez de voir venir le futur, amusez-vous à faire vos propres déductions. Alors, quel conseil donneriez-vous pour raconter une histoire structurée? Alors, je vais dire déjà faire un plan. Il y a deux sortes d'écrivains, c'est ceux qui font des plans et ceux qui ne font pas de plans. Un écrivain comme Stephen King, par exemple, ne fait pas de plan, il part d'une idée et puis il essaie de se surprendre lui-même, mais au final, souvent, il donne trop au début et pas assez à la fin. L'avantage du plan, c'est qu'on peut doser, et l'idéal, c'est de mettre le maximum de suspense et de surprise et d'effets à peu près aux 2/3 du livre. L'avantage du plan aussi, c'est que en général, les plans se font en 3 parties, début, milieu, fin, et on peut répartir les scènes fortes au début, au milieu, à la fin. C'est-à-dire qu'on n'a pas de déséquilibre. Moi, je perçois le récit comme un être humain. Il a des pieds, il a un ventre et il a une tête. Les 3 sont indispensables, mais les 3 doivent être pensés dans leur ensemble, sinon il va avoir une énorme tête et des tout petits pieds, et il va se casser la gueule. Donc moi je suis partisan du plan, je suis partisan de la montée dramatique et de travailler beaucoup son plan, c'est-à-dire de faire plusieurs plans, de le dessiner pour pouvoir bien comprendre l'histoire qu'on veut raconter, et ensuite quand on va la raconter, celle-ci soit bien dosée en scène au début, au milieu, à la fin. Voilà, mais donc mon conseil, c'est de faire un début, un milieu et une fin qui soit aussi bien nourri, aussi bien musclé. Alors Bernard, comment entretenir la surprise chez le lecteur? Ah, alors ça, en fait, c'est le principal talent du bon écrivain, c'est qu'il doit tout le temps prendre le lecteur à contre-pied. Il y a une course entre le lecteur et l'auteur. En fait, par exemple, si vous faites un polar, dès le moment où vous avez commencé à signaler qu'il y a un meurtre, et vous voyez les suspects, le lecteur va se faire une idée de où l'auteur va venir. Et il faut se débrouiller pour ne pas aller là où le lecteur croit qu'on va l'amener, et tout le temps le prendre à contre-pied. Cette part de la surprise, c'est quelque chose qui va se travailler précisément en réécrivant l'histoire. Faites un premier jet, j'allais dire, peu surprenant, et essayez de faire un deuxième jet dans lequel il y a plus d'effets de surprise, et puis un troisième, et puis un quatrième. Moi, j'aurais écrit 10 fois mes romans pour être sûr d'avoir le maximum d'effets de surprise un peu partout, et surtout à la fin. Je crois que la première politesse d'un bon écrivain, c'est de sortir un lapin du chapeau comme un magicien et de dire ben, vous l'avez pas vu venir, mais hop, il y avait un lapin dans le chapeau. Et ça, c'est là où on voit les bons et les mauvais magiciens et les bons et les mauvais écrivains. Mais si dans le roman, à un moment, le lecteur s'est dit ah bah ouais, je vois qui est l'assassin, c'est lui, et que c'est vraiment lui, ça veut dire que c'est l'écrivain qui s'est planté. Mais alors, Bernard Werber, comment faites-vous pour façonner vos personnages? Ah, déjà, je rencontre le maximum de gens, j'adore discuter avec les gens. En fait, quand je dis discuter avec les gens, c'est discuter les yeux dans les yeux. Je suis incapable de tenir des conversations à 3 ou 4 personnes, c'est ce qu'on appelle du small talking, c'est-à-dire je parle un tout petit peu, mais je m'intéresse à personne. Moi, tous les jours, j'essaie de déjeuner avec une personne différente. Au moment où je déjeune, je l'écoute et complètement, je m'intéresse à sa vie, je plonge mes yeux dans les yeux et je suis complètement dans l'essai de la compréhension de l'essence de cette personne. Et ce travail que je fais tous les jours avec des personnes différentes, ça m'aide à faire des personnages parce que je comprends les mécanismes, comment l'enfance, les parents, l'éducation, les épreuves, on arrive à forger un caractère et aussi en quoi en fait cette personne est différente de toutes les autres personnes.
Mais pour ça, il faut s'intéresser aux gens. Et s'intéresser aux gens, c'est vraiment un exercice, un travail quotidien. Il faut être un peu un psychanalyste, un psychologue, voire un psychiatre. En tout cas, il faut être curieux et aimer les autres, tout simplement. Je n'ai pas d'autre terme. Parce que pour comprendre, vous savez, il y a des gens qui vivent en couple qui ne sont jamais intéressés à la personne avec qui ils sont en face. Ils ont fait des enfants, ils ont peut-être voyagé, ils ont fait des tas de choses, mais ils ne se sont jamais dit, en fait, c'est qui cette personne? Pourquoi elle est comme ça? C'est quoi ses blessures? C'est quoi ses désirs? C'est quoi ses plaisirs? Et s'intéresser aux autres, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à nos parents, et c'est quelque chose qui est indispensable à l'écriture. Et quand vous vous intéressez aux autres, vous découvrez en plus que la plupart des gens sont passionnants. Et c'est parce que vous avez compris que les gens sont passionnants qu'après vous pouvez faire des personnages passionnants. Tout à fait. D'autant que je pense que cette façon cette empathie pour l'être humain, pour l'autre, est en grande partie innée. Quand on parle avec les uns et les autres, bien sûr, on peut le développer également, on peut apprendre à le développer, mais la part innée est la plus forte. Quelque part, j'en arrive à dire qu'on aime l'autre, on aime l'humanité ou on n'aime pas. Je sais pas. En fait, l'inné et l'acquis, est-ce que... Ça, je me coince entre l'inné et l'acquis. Hein. La grosse question, c'est justement la différence entre l'inné et l'acquis. Alors, moi je pense que n'importe qui, quelle que soit sa naissance, peut à un moment décider de s'intéresser aux autres, que c'est juste un choix. C'est vrai. Et on peut avoir une vie où on est uniquement braqué sur son nombril et on considère que les autres sont juste là pour être une sorte de décor. Et tout d'un coup, on a une sorte d'émerveillement et puis on se dit, attends, mais tous ces gens sont passionnants, et puis on se décentre. J'ai vu des gens changer. Je crois que les gens peuvent changer. Je suis très différent de mes parents, qui eux-mêmes étaient très différents de leurs propres parents. Je crois que j'ai hérité de mes parents surtout une sensibilité exacerbée, mais cette sensibilité, je pouvais l'exprimer dans l'écriture, j'aurais pu l'exprimer dans la musique, j'aurais pu ne pas l'exprimer du tout. Après, il y a un choix de libre arbitre. Tout à fait. Alors, Bernard Werber, on va parler maintenant dans le concret de la masterclass. Oui. Comment se passe une masterclass? Alors, surtout actuellement, est-ce que c'est en présentiel? Est-ce que c'est en distanciel? Dans le concret, comment que ça se passe? Alors, longtemps j'ai fait des masterclass en présentiel, comme tu dis, tout simplement parce que ça m'amuse de faire des exercices avec les élèves et de leur proposer notamment d'écrire très vite des petites histoires en 3 minutes avec des musiques de films. Et après, quand Artist Academy m'a proposé de le faire sur Internet, je me suis dit pourquoi pas, c'est une manière de toucher un plus large public, parce que chaque fois, sinon, c'était plutôt des classes de 50 élèves. Et j'espère qu'après le Covid, d'ailleurs, je vais reprendre mes masterclass en présentiel. Mais ce qu'on a fait avec Artist Academy, c'est une sorte de résumé de mes masterclass. Il faut voir que masterclass, ça dure 4 heures. Parfois, je faisais 3 fois 4 heures sur 3 journées d'affilée. Avec d'abord trouver le démarrage, ensuite trouver le plan et après trouver les personnages et la fin. C'était un peu les structures. Alors d'abord, moi je suis pas un prof de français. Ce que j'ai mis au point comme technique de masterclass ne ressemble à rien et surtout ne m'inspire pas des autres masterclass. Je sais qu'aux États-Unis ils sont très friands de ça. J'ai mis au point mon propre système. Par exemple, un de mes premiers exercices que je propose s'appelle l'époqué. L'époqué, ça vient du latin suspension de jugement. Et je leur propose de faire pendant 6 minutes de l'écriture automatique, c'est-à-dire l'exercice consiste à écrire n'importe quoi, mais ne pas s'arrêter, juste pour s'apercevoir qu'on en est capable. Beaucoup de gens sont devant leur envie de faire un livre, comme devant une rédaction. Ils se disent, oh là, pourvu que j'ai une bonne note, pourvu que je pas bien, pourvu que je pas faute d'orthographe, et les résultats, ils font rien. Donc moi, je leur dis, écoutez, faites un texte, même avec des fautes d'orthographe, avec des mots grossiers, avec des incohérences, mais par contre, vous arrêtez pas. Et je sais maintenant, j'ai pu le faire en présentiel sur peut-être déjà 10 000 personnes, parce que chaque fois, je recommence j'ai fait aussi sur des salles très grandes, et
il n'y a pas une seule personne qui n'arrive pas. Et de voir que tous les autres qui arrivent, ils se disent je ne vais pas être le seul à ne pas y arriver. Donc sur une petite musique des films, ils se mettent à écrire très très vite n'importe quoi. Et après, une fois que c'est fini, j'ai dit qui c'est qui était surpris par la qualité de son n'importe quoi et qui a envie de le présenter aux autres. Et là, il y en a plein qui lèvent la main, je prends les 3 premiers. On s'aperçoit qu'en écrivant comme ça, sur une musique de film, avec un top départ et un top fin, il y en a qui arrivent déjà à écrire des très bonnes histoires. Ils sont surpris eux-mêmes par leur qualité. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est surtout de libérer les gens du carcan du jugement des autres. C'est-à-dire, beaucoup de gens n'arrivent pas à écrire parce qu'ils ont peur que quand ça va être lu, ça va être ridicule. Moi, je leur dis, ce qui est important, c'est que vous fassiez le projet. On s'en fout que ça soit ridicule ou pas. Ce qui est important, c'est que vous vous lanciez et puis que vous y trouviez du plaisir. On peut comparer ça un peu à un cheval. Un cheval, il ne galope pas pour gagner des courses, pour gagner au tiercé. Il ne galope pas pour être applaudi. Il galope parce qu'il aime galoper. Il a des muscles qui sont faits pour ça. Il est tout seul dans un champ et personne qui le regarde. Il va se mettre à galoper. Eh ben, l'esprit et la capacité d'écriture, c'est pareil. Il faut juste retrouver ce cheval qui prend du plaisir à écrire, ce cheval intérieur qui prend du plaisir à écrire, et arrêter de lui dire on va regarder si tu galopes bien, et puis on va regarder si tu fais pas de d'orthographe, puis ton histoire elle est digne d'être publiée. Voilà. Et c'est juste retrouver du plaisir, c'est la première chose que j'essaie de transmettre, et après de trouver de l'amusement. Dans les masterclass, donc je leur fais plusieurs exercices très rapides de 3 minutes, dans lesquels je leur propose de trouver des personnages, de trouver des situations. Par exemple, il y a un autre exercice que je leur propose, c'est de trouver la plus mauvaise idée de sujet. Alors ça, la première promotion que j'avais faite avait trouvé le coton-tige comme mauvaise idée de sujet. Et après, j'ai eu des sujets comme la poussière ou les chaussettes, ou les ongles. Et je leur dis, maintenant vous avez trouvé la plus mauvaise idée de sujet, donc ils votent. Et je leur demande d'écrire une histoire d'amour basée sur cette mauvaise idée. Et après une histoire à suspense, et après un polar, et ils s'amusent énormément parce qu'ils s'aperçoivent que, en fait, on a tous le goût de raconter des histoires marrantes sur des sujets inattendus. Il faut juste libérer ça et puis sortir de l'envie d'avoir un prix littéraire et de passer à la télévision pour faire l'intellectuel. C'est pas un travail intellectuel, c'est un travail qui se fait dans la joie, l'écriture. Après, on utilise donc faculté intellectuelle, mais d'abord retirer la joie, et puis après, ça devient un rendez-vous comme jouer de la musique. Et on n'a pas besoin. Il y a plein de gens qui jouent de la musique, qui ne jouent pas de la musique pour faire des concerts ou pour avoir des prix du conservatoire. Ils ont juste du plaisir à se mettre face au piano et à sortir des petites mélodies. Et voilà, c'est la même chose que je propose. Et là, je vous rejoins entièrement, car c'est la grande différence entre l'enfant et l'adulte. Par exemple, dans un atelier d'écriture, je suis toujours très étonnée quand une personne est invitée à lire ce qu'elle a écrit en très peu de temps. Elle se sent obligée de se justifier en disant « Oui, mais vous savez, j'ai pas fait quelque chose de très long ou je pense être sortie du sujet. » Alors que l'enfant, lui, tu l'invites, et bien il va lire son texte. Oui, exactement. Mais j'ai vu des masterclass aux États-Unis qui étaient abominables, où on laissait les gens pendant 1 heure écrire des sortes de rédactions et après qu'ils lisaient à haute voix à tous les autres, et c'était d'ennui. Tout le monde détestait tout le monde. C'était très cher, c'était très pompeux, et j'aurais dit attendez, on va essayer on va faire autrement, parce que j'ai vu comment vous êtes prof un peu, et on va essayer de rigoler et pas de tirer la langue et puis d'avoir peur. Et puis de se faire plaisir. Et de se faire plaisir. Se faire plaisir. Oui. Mais c'est souvent très difficile parce qu'il y a eu une mauvaise vision. Puis vous savez, le fait qu'on voit à la télévision des gens qui se prennent extrêmement au sérieux, qui sont très imbus d'eux-mêmes, parler de littérature, ça donne une mauvaise image de ce que peut être l'écriture, qui est juste un plaisir simple et quelque chose que tout le monde peut faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de lettres pour écrire des bouquins, il n'y a pas besoin d'être un érudit, il faut juste aimer ça. Et en fait, si je comprends bien, parce que en vous entendant, me vient tout de suite une idée à l'esprit, c'est que l'avantage de l'écrit sur le cinéma, c'est qu'il n'y a pas de limite. Exactement. Moi d'ailleurs, j'ai une formation aussi de scénariste et de réalisateur,
Et je sais que, et j'ai fait mon propre film qui s'appelle Nos amis les terriens, avec produit par Claude Lelouch. Et je sais que, sachant la difficulté d'avoir des figurants, des effets spéciaux, des mouvements de caméra compliqués, j'en profite à fond dans tout ce qui est écriture. C'est-à-dire en écriture, j'ai pas peur de faire des grands décors, de faire des masses de figurants, des grandes batailles, des grands voyages. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'en profite pas plus. Que la littérature française soit souvent très introspective et très psychologique et pas assez dans le visuel. Je rappelle donc Bernard Weber dans la masterclass de Artist Academy. Et je vous invite donc déjà à rejoindre le site de Bernard Werber, d'aller sur les réseaux sociaux où vous avez également la page de The Artist Academy. Bernard Werber, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. J'ai été vraiment très contente de vous avoir en ligne. Avez-vous quelque chose, un message à faire passer? Profitez de cette période de Covid pour écrire. Vous allez voir, c'est l'évasion complète. Et rejoindre peut-être la masterclass de Bernard Werber. Ah oui, bah, si ça peut vous aider. Si ça peut vous aider, oui. Tous après, s'il y a un petit avantage aussi à la masterclass de l'Artist Academy, c'est que non seulement on peut envoyer ces copies, sont lues pas par moi, mais par des vrais éditeurs, parce que moi je suis pas éditeur, je suis écrivain. Et il y a une sorte de communauté qui s'est créée, c'est-à-dire ils communiquent entre eux, les élèves, ils se lisent entre eux, et je vois que c'est vraiment très très sympathique. Vous savez, l'une des grandes difficultés quand on écrit, c'est de trouver des lecteurs. Parce que soit on a des flagorneurs qui nous disent c'est merveilleux et tu vas voir, ça va être publié, c'est une info qui sert à rien, soit on vous dit oh laisse tomber, c'est pour les professionnels. Donc on vous dit que c'est bon ou c'est pas bon, ça n'aide pas. Ce qui va vous aider, c'est quelqu'un qui va vous dire attends, tu peux peut-être raccourcir ton début, il y a tes deux personnages, tu peux les regrouper en un, j'ai bien aimé ce passage. Voilà, c'est-à-dire c'est une lecture constructive, ça c'est vraiment très important. Et dans The Artist Academy, justement, les différents élèves, après avoir suivi mes cours, peuvent communiquer entre eux et se lire entre eux. Et ça crée des sortes de petites communautés d'entraide et d'encouragement. Et qui en fait souvent leur permettent d'aborder le monde de l'édition, qui est un monde étrange et nouveau pour la plupart d'entre eux. Oui, je crois que l'Artist Academy, ils ont d'ailleurs des gens de l'édition qui sont justement des professionnels et qui aussi, quand ils voient des bons manuscrits, leur permettent de vivre plus facilement. Ça, c'est l'avantage d'être une structure construite. Mais il y a aussi un grand avantage de nos jours à écrire, c'est qu'il y a des plateformes d'auto-édition, c'est-à-dire que de mon temps, si vous ne trouviez pas un éditeur, bah, vous gardez votre manuscrit dans votre table de chevet et puis personne ne le lisait. Mais maintenant, n'importe qui peut juste, par exemple avec Amazon ou avec la FNAC ou avec d'autres éditeurs comme je crois De Cipre ou des plateformes de présentation, peut présenter son travail au grand public et être jugé non plus par des chefs de collection qui recherchent que des prix littéraires, ni par le public qui, lui, recherche juste le plaisir de lire. C'est comme ça d'ailleurs qu'Aurélie Valogne ou que 50 nuances de gris sont apparus, c'est-à-dire que c'était juste des manuscrits qui sont apparus sur les plateformes internet. Et ça, c'est vraiment une opportunité extraordinaire pour tout le monde. Après, c'est que la qualité du manuscrit et des idées. Encore merci Bernard Werber. De rien, et puis... Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle et Voix plurielle.